Bienvenue pour cette seconde séquence, en fait, ce second webinaire de notre cycle Transfo Digital. Donc, vous le voyez, aujourd'hui, la question, c'est quel positionnement stratégique pour mon virage digital? Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Jacques Bretodeau du CAFOC de Nantes. Rapidement, je voulais rappeler un petit peu les règles du jeu. Comme nous sommes nombreux, voilà, on va couper vos micros. La séquence, on l'a souhaité comme suivant. On se donne 45 minutes. Jacques nous présente et fait part de son témoignage sur ce sujet. Et puis, on se laisse 10 minutes, 15 minutes pour répondre, rebondir en fait sur vos remarques, questionnements. Donc, vraiment, je vous invite enfin, n'hésitez surtout pas à écrire dans le fil de discussion, dans le chat. Donc au fur et à mesure, on va bien lire toutes vos propositions, toutes vos questions et on essaiera d'y répondre. Juste aussi en rappel, c'est donc la commission innovation du Synovdes, syndicat des organismes de formation, qui a conçu et organisé ce cycle avec cette idée forte, selon nous, de faire intervenir des praticiens. Voilà, des praticiens du monde de la formation pour parler et échanger avec d'autres praticiens. Donc voilà l'esprit qu'on a souhaité impulser pour ce cycle. Alors Jacques, je vais te poser une première question pour ouvrir la séquence. Donc tous, on a connu le confinement première vague en 2020. Donc on a dû passer souvent du jour au lendemain au tout distanciel. Donc ma première question, c'est la suivante. Est-ce qu'on doit passer toute son offre en format distanciel ou multimodal? Comment fait-on pour choisir et identifier finalement les actions à engager dans le distanciel? Ok, merci. Alors déjà, bonjour à toutes et à tous. Alors pour moi, des éléments de réponse à cette question, du moins cet ensemble de questions, doit-on passer tout en distanciel? Je serais tenté de dire que je suis pas sûr qu'il faille passer tout en distanciel. Du moins, je suis convaincu que la formation de demain sera beaucoup plus multimodale qu'elle pouvait l'être avant l'événement, du moins premier confinement. Voilà, sachant que bon, multimodal, qu'est-ce qu'on entend par multimodal déjà? Il faudrait peut-être se mettre d'accord. Alors, moi, du moins, je définis la multimodalité en fait comme comme la combinaison de situations de formation qui permet de répondre au mieux aux besoins des stagiaires. Sachant que on peut définir une situation de formation en fait par un lieu, par un temps. Quand je dis un temps, c'est soit on est en communication synchrone, soit on est en communication asynchrone, par des acteurs, formateurs, apprenants seuls, apprenants en groupe, référents de parcours, tuteurs, accompagnateurs techniques, accompagnateurs méthodologiques, formateurs. Et des activités, des activités d'apprentissage. Et si je modifie l'un des 4 paramètres, donc temps, lieu, acteur et activité d'apprentissage, du coup, je modifie ma modalité. Donc, je pense que demain, on sera sur une logique plus multimodale qu'on ne l'était avant le confinement, sachant qu'un enseignement qui est tiré, à mon sens, du confinement, c'est que pour les organismes de formation qui avaient peu développé de formation à distance, en fait, l'enseignement qu'on peut tirer, c'est qu'il y a des choses qui sont très intéressantes à faire en distance, et je pense que demain, l'objectif, ce sera plutôt de garder le meilleur de chacune des modalités et aller vers de la multimodalité, de la distance, de la présence, de la formation en situation de travail, du tutorat, d'autres formes de modalités. Donc je pense vraiment qu'on sera sur cette logique-là. Après, il me semble que le choix de la modalité, ou en fait le choix de la multimodalité, il dépend de la typologie de l'offre. C'est-à-dire la question première qu'il faut se poser, et j'essaie de répondre à comment est-ce qu'il faut s'y prendre, la deuxième partie de ta question.
du moins, il me semble que la première des choses à faire, c'est s'intéresser à qui s'adresse l'offre de formation. Quelles sont les contraintes du public et quelle modalité permet au mieux de répondre aux contraintes et également du moins aux contraintes et aux objectifs visés par l'action de formation. Donc il me semble que le choix des modalités, même si on va de plus en plus vers de la multimodalité, dépend essentiellement des typologies d'actions de formation, des publics concernés par l'offre de formation et donc globalement la question est à qui s'adresse l'offre de formation et sur quel segment de marché en fait on est sur l'offre de formation que l'on veut rendre multimodale, je vais le dire comme ça. Je ne sais pas si je réponds globalement à la question, mais voilà les quelques éléments de réponse que je pourrais amener par rapport à cette question-là. Alors, quels sont justement ces segments de marché? Du coup, du moins, alors, de notre point de vue, en fait, on peut, le marché de la formation professionnelle, à notre sens, il se décline en cinq segments de marché que je vous présente là sur la diapo que je vous projette. Un marché dit libre. Marché libre, derrière, on entend le marché, c'est-à-dire l'achat de prestations. Alors, je vais dire de prestations d'actions concourant au développement des compétences. Ça peut être des actions de formation, ça peut être du bilan de compétences, ça peut être de l'accompagnement VAE. Ça pourrait être potentiellement de l'action de formation par apprentissage, mais j'y reviendrai peut-être plus en détail après. Mais donc marché libre qui est le marché négocié, on va dire, de gré à gré, avec des employeurs à destination de leurs salariés. Marché acheté par les employeurs sans faire appel à des financements extérieurs. Alors même si l'objectif des entreprises est toujours de rechercher des financements pour que ça leur coûte le moins cher possible, du moins il y a encore ce segment de marché qui est très particulier où donc on est dans une logique, on va dire, de gré à gré, que ce soit de manière orale ou par l'intermédiaire d'un cahier des charges écrit, donc d'un appel d'offres ou d'un appel à projet, mais il y a ce premier marché-là. Deuxième marché, c'est le marché qu'on appellera intermédiaire OPCO, où l'acheteur peut être l'OPCO en direct, ou peut être des entreprises, mais qui font appel à leur OPCO pour rembourser un certain nombre de frais. Donc, on est plutôt dans la logique plan de développement des compétences des entreprises, action de formation, soit acheté directement par l'OPCO, soit acheté par l'entreprise et remboursé par les OPCO. Troisième type de marché, c'est l'alternance. Donc, c'est un marché très particulier puisque j'y reviendrai, mais ça demande en fait un process un peu particulier par rapport aux autres marchés. Donc, marché de l'alternance, derrière marché de l'alternance, c'est tout ce qui est réalisation de prestations de formation de type formation par apprentissage, pour les personnes qui sont en contrat d'apprentissage, formation réalisée dans le cadre d'un contrat de professionnalisation et formation réalisée dans le cadre du dispositif de promotion et de reconversion par alternance. Voilà. Quatrième type de marché, c'est tout ce qui concerne la commande publique. Alors derrière la commande publique, je vais réduire cette commande publique à l'achat collectif de prestations, essentiellement pour les demandeurs d'emploi, donc financés par principalement 3 financeurs qui sont les régions, Pôle emploi dans certains cas, et puis l'État dans d'autres cas. Je pense en particulier
dans le cadre de l'appel à projet lié au plan d'investissement dans les compétences. Et puis, un dernier marché, un dernier segment de marché qui est le segment des particuliers. Particulier au sens où c'est le particulier qui achète sa formation. Dans certains cas, il peut acheter sa formation et payer sa formation par ses fonds propres, ou acheter la formation et payer sa formation par les dispositifs existants. Je pense par exemple au compte personnel de formation, je pense au projet de transition professionnelle en particulier, mais c'est bien l'individu qui achète sa formation et qui finance soit directement ou soit par l'intermédiaire des dispositifs mis en œuvre. Sur ces 5 segments de marché, alors une petite précision, mais tu vois, comme diraient certains, ça va mieux en le disant, mais à partir du 1er janvier 2022, pour pouvoir accéder au marché intermédiaire OPCO, au marché de l'alternance, à la commande publique et sur une partie du marché des particuliers, c'est-à-dire pour tout ce qui est financement CPF, projet de transition professionnelle, les prestataires de formation devront être certifiés Calliope. Donc c'est une condition d'entrée sur les segments de marché, Voilà. Ce qui, tu vois, pourquoi segmenter le marché de la formation professionnelle? Parce que chaque typologie de marché a ses caractéristiques propres. Et en fait, on peut caractériser chacun des segments de marché. Donc là, le segment, hein, c'est plutôt par type de client ou par combinaison entre type de client et type de dispositif vendu, hein, dans ce que je vous ai présenté. Donc on peut caractériser le marché, et puis on peut regarder, alors ce que j'appelle moi les facteurs clés de succès, c'est-à-dire les conditions à remplir pour pouvoir être présent sur le marché. Et dans les conditions à remplir pour pouvoir être présent sur le marché, peut y avoir 2 conditions qui me semblent particulièrement intéressantes. C'est de regarder les conditions en termes d'ingénierie de l'offre et des conditions en termes de commercialisation de l'offre. Et donc, on peut essayer de regarder pour chacun des 5 segments de marché les conditions en termes d'ingénierie de l'offre pour être présent sur le marché et en termes de démarche commerciale pour être présent sur le marché. Donc rapidement, si on essaie, je vais donner quelques exemples, hein, parce que on va peut-être pas caractériser on va dire quelques mots sur des caractéristiques principales des 5 segments de marché. Pour revenir sur le marché libre, en fait, la grande caractéristique du marché libre, de mon point de vue, c'est l'investissement. C'est-à-dire qu'on est dans une logique d'investissement dans les compétences. Donc, d'un point de vue commercial, sur ce segment de marché, on est dans une logique qu'on appelle B2B, hein, de structure, prestataire à client, hein, de structure à structure. On peut être dans une approche offre de service, c'est-à-dire être dans une approche de co-construction de l'offre avec notre client, ou on peut être dans une logique de pression sur l'offre, c'est-à-dire j'ai une offre catalogue et j'essaie de la vendre à mon client entreprise. Donc, ce qui implique d'un point de vue commercial de mettre à jour en fait les références. Et puis la grosse nouveauté, il me semble, chose qu'on a un peu oubliée par le passé, c'est d'apporter des éléments de preuve de retour sur investissement. C'est-à-dire en quoi l'offre de formation qui coûte va permettre d'avoir un retour sur investissement. D'un point de vue de l'ingénierie, en fait, on doit développer, de mon point de vue, une ingénierie de l'évaluation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on mesure les acquis et les effets de la formation pour apporter cette preuve de retour sur investissement qui est
de mon sens, quelque chose qui a été un peu négligé par les organismes de formation, qui étaient plus dans une logique de moyens jusqu'à maintenant et qui sont de plus en plus dans une logique de résultats. Demain, déjà aujourd'hui et puis un petit peu plus demain. Et à mon sens, sur cette offre-là, ce que la demande du marché, c'est de mieux former. Alors mieux former, c'est de former de manière plus efficiente, c'est-à-dire de chercher les process pédagogiques, et là on arrive à un caractère multimodal qui soit le plus adapté en fonction des contraintes des apprenants et des objectifs visés. Donc on est sur une recherche de l'efficience, hein. Donc voilà pour le premier marché qui est le marché libre. Sur le marché intermédiaire OPCO, on va être un peu sur la même logique que sur le marché libre, avec quand même quelques différences. Donc on est toujours sur la notion de développement des compétences, sur des modules de courte durée, sur la notion d'investissement. D'un point de vue commercial, si on est en lien direct avec les entreprises, ça s'apparente très, très fortement au marché libre, mais si on est sur des prestations qui sont achetées directement par les OPCO, eh bien, on entre dans un système, alors, selon les OPCO qui peuvent être variables, qui est de l'appel à référencement, de l'appel d'offres, sachant que, nouveauté, hein, les OPCO sont soumis au Code des marchés publics, puisque les fonds mutualisés sont considérés comme des fonds publics. Donc, du coup, les OPCO sont contraints à l'utilisation du Code des marchés publics, qui est un petit peu nouveau, hein, par rapport à ce qui existait avant la réforme. Et puis, d'un point de vue commercial, et on y reviendra quand on parlera de la stratégie digitale, mais de plus en plus, chaque OPCO se constitue son propre système d'information, donc sa propre plateforme qui permet de dématérialiser toutes les procédures. Qui dit 11 OPCO dit potentiellement 11 systèmes d'information différents. Et là, ça interroge, en tout cas par rapport à la stratégie digitale, mais on peut regretter que le GIE Datadoc ne modifie pas un peu ses missions pour aller vers un système d'information unique concernant tous les OPCO, mais là, je pense que c'est un peu un rêve. Voilà, mais je me permets de le dire. D'un point de vue de l'ingénierie, hein, on va être sur les mêmes conditions que sur le marché libre. Voilà pour le marché intermédiaire OPCO. Pour le marché de l'alternance, alors très très concrètement, on est marché de l'alternance, on peut dire que sa caractéristique, c'est la formation certifiante. Qu'on soit sur du contrat d'apprentissage, sur du contrat de professionnalisation ou sur de la ProA, l'objectif, c'est la certification professionnelle. Avec une particularité qui est sur l'apprentissage, où il y a un certain nombre de services associés obligatoires définis par la loi qui accompagnent l'apprentissage. Donc, d'un point de vue commercial, sur l'alternance, je dirais, il y a une double entrée qui sont les candidats potentiels à l'alternance. Donc, il y a la question du sourcing des candidats, et puis il y a la question du sourcing des offres. Voilà, et puis de faire le match entre les deux. Donc, d'où aussi sans doute l'accompagnement dans l'alternance à la mise en place de prestations de services aux employeurs de type aide au recrutement, sourcing des candidats, j'en ai déjà parlé. D'un point de vue de l'ingénierie, on va être sur de plus en plus de l'individualisation des parcours, de l'individualisation des apprentissages pour permettre une souplesse d'accès à l'offre. Je rappelle que
Du moins, une des nouveautés, c'est que l'apprentissage est placé sur le marché et qu'aujourd'hui, une entreprise peut recruter des contrats d'apprentissage tout au long de l'année. Alors, effectivement, l'offre est encore très liée à l'organisation scolaire, mais je pense une des distinctions à l'avenir en particulier sur les contrats d'apprentissage, ce sera la possibilité d'accueillir des apprenants tout au long de l'année pour répondre aux besoins des entreprises. Euh, individualisation des parcours, individualisation des apprentissages, un aspect un peu particulier sur l'ingénierie de la certification, c'est-à-dire comment je lie l'individualisation des parcours aux problématiques de certification. Et on sait que avec certains certificateurs, ça peut être plus ou moins compliqué aujourd'hui. Et puis la mise en place donc de prestations d'accompagnement qui vont au-delà de la simple réalisation de l'offre de formation. Sur la commande publique, les grandes caractérisations, c'est, on va dire, l'accès à l'emploi, la sécurisation des parcours, et puis une certaine logique de résultat. Donc, d'un point de vue commercial, alors même si ça existe sur les autres marchés, mais on va dire, du moins en tout cas sur le marché libre et sur le marché intermédiaire OPCO, peut-être un peu moins sur le marché de l'alternance. On est quand même, du moins la question du prix est quand même un peu centrale et on voit que certains appels d'offres publics font que le critère de prix devient prédominant. Donc la sélection se fait peut-être un peu plus au mieux 10 ans qu'au moins 10 ans. Voilà, c'est un avis qui est peut-être pas partagé et qui demande de veiller sur les appels d'offres. Qui, au vu de l'évolution d'appels d'offres, se pose la question aussi des stratégies d'alliance qu'on peut avoir avec d'autres prestataires, puisqu'on voit que l'achat de l'eau est de plus en plus on est sur des lots de plus en plus importants, soit en termes géographiques, soit en termes de secteur professionnel, donc de multi-offres de formation. Donc, peut se poser ici ou là la question de la stratégie d'alliance. Et puis une partie aussi qui devient de plus en plus importante à mon sens, c'est aussi la question du sourcing des candidats et de la relation avec les référents de parcours, donc les valideurs de projets, les prescripteurs, les conseillers en évolution professionnelle. D'un point de vue de l'ingénierie, là, on est de plus en plus sur les questions d'individualisation de parcours, de souplesse d'accès à l'offre de formation, donc de l'individualisation des situations d'apprentissage, l'ingénierie de la certification avec la question de la validation sur les formations certifiantes, la validation par bloc de compétences, et puis avec des demandes particulières qui sont des demandes d'accompagnement global sur des aspects psychopédagogiques, professionnels, de santé, d'organisation personnelle, et puis la prise en compte de plus en plus de ce qu'on pourrait, du moins de ce que je nomme moi les compétences transversales. Voilà. Alors après c'est une question de vocabulaire, mais c'est les aptitudes ou les attitudes à développer dans les situations. Voilà pour la caractéristique de la commande publique. Et puis dernier marché, c'est le marché des particuliers. Alors là aussi, du fait des dispositifs de financement, je pense en particulier au compte personnel de formation, au projet de transition professionnelle, à l'aide individuelle à la formation, on est quand même sur des parcours de formation certifiants avec une demande sociale qui évolue et un souhait, en tout cas, un souhait de la part des apprenants à aller vers, je dirais, une typologie d'action de formation de type formation-action, que ce soit des formations qui permettent de développer des compétences de courte durée,
Et là, c'est un marché alors qui se reconfigure et qui est peut-être, du moins qui se reconfigure avec la loi de 2018, mais qui est marqué par le fait que, on va dire qu'avant, alors c'est un peu caricatural, mais avant, on était plutôt dans une relation, quelles que soient les typologies de marché, on s'intéressait peu à la vente directe auprès des particuliers. Et la nouveauté avec l'évolution des dispositifs, c'est qu'on va vers de la vente directement aux particuliers. Donc on ne vend pas directement une offre de formation au particulier comme on vend une offre de formation à un employeur. Et donc là, ça demande à mettre en place, d'un point de vue commercial, des systèmes qui nous permettent de communiquer, de promouvoir, de vendre les actions de formation directement au grand public. Donc avec des éléments qui sont, d'un point de vue commercial, on n'est plus sur une logique de pression par l'offre, hein, c'est-à-dire on a une logique de constitution d'une offre qu'on essaie de vendre, offre certifiante, avec tous les conseils personnalisés qui vont avec cette vente de plus en plus sur une logique de vente par bloc de compétences et avec là aussi des interfaces sur lesquelles il faut que l'organisme de formation soit. Je pense à l'application Mon compte formation, donc par l'intermédiaire du dispositif EDOF, hein, mis en place par la Caisse de dépôt et de consignation, mais aussi être présent sur les sites des Cariforef. Alors c'est vrai aussi pour la commande publique, mais d'un point de vue commercial, on est vraiment dans une logique de vente aux particuliers, donc qui modifie, de mon point de vue, du moins les manières de faire des organismes de formation et qui demandent d'autres éléments à mettre en œuvre que ceux qu'on mettait en œuvre auparavant. Voilà. D'un point de vue de l'ingénierie, on est un peu sur les mêmes, du moins sur quelques éléments qu'on a déjà vus auparavant, et principalement, je pense que ça demande un effort en termes d'ingénierie de certification, c'est-à-dire comment on propose des parcours qui permettent de valider des blocs de compétences. Comment on peut individualiser les parcours, comment on apporte une certaine souplesse d'accès à l'offre de formation, sachant que les demandes, le particulier, il fait sa demande au moment où ça lui semble le plus opportun. Donc, le fait d'organiser des formations sous forme de groupe, et si la demande elle est très antérieure à la session de formation que je peux proposer, il y a un risque que le particulier aille voir un autre organisme de formation qui lui permette d'accéder à la formation dans un délai plus rapide. Donc il y a aussi cette question de souplesse d'action, d'où la question aussi de peut-être du choix des modalités en fonction des contraintes, qui est peut-être un peu plus prégnante sur ce marché-là que sur d'autres marchés. Voilà tu vois, comment on pourrait présenter les caractéristiques des différents segments de marché avec, il me semble, je reste convaincu que un organisme de formation a des choix stratégiques à faire. C'est-à-dire que un organisme de formation n'est pas obligé d'être présent sur tous les segments de marché. Il peut faire des choix stratégiques et développer des offres relatives à quelques segments de marché, avec toujours la contrainte de ne pas être trop dépendant de quelques clients. Voilà. Donc, des offres qui permettent de répondre à plusieurs conditions de différents marchés peut être intéressant d'un point de vue économique, mais c'est vraiment une stratégie. Moi, je connais des organismes de formation qui ont abandonné
le fait d'aller sur la commande publique pour des raisons qui leur appartenaient et de se centrer sur d'autres marchés. Il y a des opportunités avec l'ouverture du marché de l'alternance, en particulier du contrat d'apprentissage aujourd'hui, alors qui oblige à d'autres à la mise en place d'organisations particulières. Hein, j'en parlais d'un point de vue commercial ou d'un point de vue de l'ingénierie. On peut faire le choix de pas s'intéresser ou au contraire de se concentrer sur le marché des particuliers. Après, c'est des choix stratégiques. Donc, je pense que l'idée, c'est de mettre en place, en fait, de définir une stratégie qui nous permette de nous positionner sur tel ou tel marché ou sur l'ensemble des marchés en étant conscient que chacun des marchés a ses particularités et qu'il faut réunir un certain nombre de conditions pour pouvoir être présent sur le marché. Et donc, si je définis une stratégie de positionnement sur le marché, je définis des moyens nécessaires pour être présent sur ce marché-là. Donc, je définis des objectifs, je définis des orientations stratégiques, je mets en place un plan d'action qui me permet d'être présent sur les segments de marché. J'évalue ce plan d'action et éventuellement, je rétroagis. L'intérêt, à mon sens, d'avoir cette réflexion stratégique, c'est de s'intéresser aussi à quelle position je veux avoir demain, donc être dans une logique que j'appellerais de proactivité plutôt que de réactivité. C'est-à-dire fixer les lignes directrices vers lesquelles je veux aller et ne pas uniquement saisir des opportunités qui se présentent avec avec les avantages qu'il y a à saisir des opportunités, mais aussi les quelques inconvénients, c'est-à-dire de multiplier ou d'avoir une multitude en fait de moyens mis en œuvre. La définition d'une stratégie, ça permet d'avoir une ligne directrice, de faire évoluer cette ligne directrice en fonction de l'évolution du marché, mais en tout cas de se donner les moyens au service de sa stratégie. Et ça me paraît important aujourd'hui d'avoir cette logique-là parce que ça permet en tout cas d'avoir la ligne directrice qui permet de fixer les objectifs qu'on s'est fixés nous-mêmes, voilà, en fonction de l'étude des facteurs de l'environnement et de l'étude de nos propres offres de formation et de comment elles doivent être utilisées. Donc voilà globalement comment on peut, en tout cas comment de notre côté on définit le marché de la formation avec les contraintes de chacun des marchés et à partir de là l'importance pour un organisme de formation de définir sa stratégie. Là aussi, voilà un petit peu en réponse à comment est-ce qu'on peut caractériser le marché. Voilà. Alors après, on peut rentrer un peu plus dans le détail, hein, parce que chaque marché peut être, chaque segment de marché peut être décliné en sous-segments de marché avec des clients particuliers, etc. Mais en tout cas, c'est une première approche qui me paraît intéressante en termes de réflexion stratégique de positionnement sur le marché. Voilà. Merci Jacques. C'est vrai qu'en caractérisant chacun de ces marchés sous le double angle, hein, ce que tu as fait, celui de la commercialisation et celui des ingénieries, on voit bien en filigrane quels sont les impacts ensuite sur les activités. Est-ce que du coup, par rapport à ça, tu peux nous écairer justement et faire le lien avec le numérique, avec le digital? Ben oui, alors effectivement, du moins pour revenir sur ce que je disais un petit peu en conclusion de ta deuxième question, c'est globalement l'idée, c'est de définir une stratégie de positionnement sur le marché, donc de définir un plan d'action, donc de définir en fait des activités à réaliser pour être présent sur les orientations stratégiques que j'ai définies.
dans le cadre du plan d'action, il me semble qu'il y a, en lien avec ce plan d'action, du moins c'est pas il me semble, je suis sûr qu'il y a une phase sur la question de du moins, de la digitalisation, en fait, et je vais parler de digitalisation de l'organisme de formation, parce que de mon point de vue, en fait, quand on parle de digitalisation, on a tendance dans les organismes de formation à centrer la digitalisation sur la problématique de l'offre de formation. C'est-à-dire comment je digitalise mon offre de formation. Or, il me semble qu'il y a en particulier euh, trois éléments dans la stratégie digitale au service de la stratégie de la stratégie de positionnement sur le marché. Il y a la question autour de trois fonctions particulières qui sont la digitalisation de l'offre, mais aussi la question de la stratégie digitale sur la fonction, on va dire, marketing, communication, promotion, vente. Et puis, la question de la stratégie digitale par rapport à tout ce qui est administration, gestion, administration de l'offre. Donc, si je reviens sur ces trois éléments, bon, la digitalisation de l'offre, je pense qu'on est à peu près, on est à peu près au clair sur ce que l'on met derrière. C'est-à-dire que la digitalisation de l'offre, elle consiste à mettre en place, en fait, des méthodologies, des outils qui consistent à introduire en fait des interactions différentes entre les individus et les objectifs d'apprentissage, autant au niveau, on va dire, des dispositifs que des ressources pour apprendre. Donc la digitalisation, on va dire, il y a deux niveaux. Il y a la digitalisation au niveau des dispositifs de formation, avec tous les outils qui peuvent être utilisés. Je pense à la plateforme de formation, je pense à éléments de type application de classe virtuelle, application d'outils collaboratifs, etc. Et puis, il y a la question de la digitalisation des ressources pédagogiques. Voilà, donc il y a à la fois, quand on dit digitalisation de l'offre, il me semble du moins ça touche à la fois l'ingénierie de formation et l'ingénierie pédagogique. Après, il y a la question effectivement de tout ce qui est la mise en œuvre des opérations commerciales, du marketing opérationnel, de la communication commerciale, du suivi commercial, avec là une question particulière qui est alors, mais qui s'oppose aussi sur l'offre, c'est-à-dire sur quel segment de marché je suis, quelles sont les contraintes des publics que je vise sur ce segment de marché, comment d'un point de vue commercial je vends, à qui je m'adresse, qui sont mes clients, est-ce que c'est des structures, est-ce que c'est des particuliers, et comme je disais tout à l'heure, je ne vends pas forcément de la même manière à des particuliers qu'à des structures. Donc, d'un point de vue de la stratégie commerciale, peut-être que j'ai des moyens à mettre en œuvre quand je m'intéresse à des particuliers, quand je souhaite toucher des particuliers qui sont justement singuliers et différents de stratégies commerciales quand je m'intéresse à des structures. Voilà, donc ça demande d'un point de vue de la stratégie digitale à réfléchir aux outils pertinents qui vont me permettre de réaliser cette fonction que j'appelle promotion et vente. Avec sur certains marchés, et je l'ai abordé tout à l'heure, si on est sur le marché du particulier, si on est sur le marché intermédiaire OPCO, on sait qu'il y a des systèmes d'information sur lesquels il faut qu'on soit présent. Donc la question de la stratégie digitale, c'est la question de la compatibilité entre les dispositifs ou les outils numériques que je peux mettre en place au service de la promotion et de la vente,
donc de la compatibilité de ces outils avec la compatibilité des systèmes d'information qui me sont imposés. Aujourd'hui, si je veux être sur le marché particulier CPF, faut que je passe par l'application EDOF, qui permet aux particuliers de passer par l'application Mon compte formation. Si je passe pas par cette application, j'aurai pas de financement CPF. Donc la question, c'est la compatibilité entre mes propres dispositifs et cette plateforme, fameuse plateforme EDOF, qui a plein d'avantages, mais qui a aussi un certain nombre d'inconvénients et compatibilité entre les systèmes d'information internes aux organismes de formation et les systèmes externes qui nous sont imposés. Avec, on peut l'espérer à l'avenir, alors c'est le cas sur EDOF, hein, on peut intégrer par exemple des catalogues de formation, donc ça peut être compatible avec les systèmes d'information. Si le système d'information interne, il produit les fichiers en version exportable ou importable dans EDOF. Voilà. Donc, mais il y a ces questions-là de choix d'outils qui peuvent être un peu particuliers. Et puis, donc ça, c'est pour la promotion et vente. Et il me semble qu'il y a une question autour de la gestion et de l'administration de l'offre. Et là aussi, avec des contraintes qui peuvent être liées à des marchés particuliers qui nous sont imposés. Je pense en particulier sur la commande publique. Du moins, je vois apparaître, en tout cas, certaines régions qui imposent de plus en plus d'aller vers des systèmes dématérialisés, par exemple de signature. Ça, c'est une contrainte à prendre en compte dans le choix dans le choix des outils numériques liés à la stratégie digitale. Donc, quand on parle de stratégie digitale au service de la stratégie du positionnement sur le marché, certes, il y a la question de la conception et de la réalisation de l'offre, mais ça ne se résume pas à ça. Il y a toutes les questions, on va dire, de promotion, de vente, de marketing derrière. Et il y a toute la question de la gestion et de l'administration de l'offre. C'est-à-dire, alors j'ai été peut-être un petit peu court par rapport à la gestion et l'administration de l'offre, mais c'est toute la question du suivi, de la délivrance, des différents, du moins des certificats de réalisation, des attestations diverses et variées. C'est toute la production, en tout cas, des documents nécessaires à la justification, la réalité de la réalisation de l'offre. C'est tout ce que je mets derrière gestion-administration, avec aussi quelque chose qu'on peut intégrer, c'est toute la question du suivi de l'activité au juste à temps de l'organisme de formation qui permet aussi d'adapter le management de l'organisme de formation en fonction des aléas qui peuvent se produire. Donc, donc le choix de la stratégie, il se situe sur l'offre, mais aussi sur d'autres fonctions comme la promotion, la vente et la gestion et l'administration. De mon point de vue, c'est comme ça qu'il faut avoir une logique ou en tout cas une étude de la stratégie de l'offre. Alors, pour aller un peu plus loin, en fait, je me permets de vous proposer je me permets de vous proposer un outil. Alors qu'on soit clair, du moins c'est un exercice entre guillemets qui peut être intéressant à faire, c'est-à-dire que en fonction des caractéristiques des segments de marché, sur le marché libre, sur l'intermédiaire OPCO, sur l'alternance, sur la commande publique, sur les particuliers, il peut être intéressant de regarder, là aussi, ce que j'appellerais les facteurs clés de succès en termes de stratégie digitale pour être présent sur le marché. Avec les trois paramètres que j'ai présentés tout à l'heure, c'est-à-dire la question de l'offre, la question de la promotion et de la vente et la question de l'administration.
Et en fait, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce qui est proposé, hein, je l'entends, parce que l'exercice peut être plus ou moins complexe à faire, mais c'est vraiment, du moins il me semble que c'est vraiment intéressant à faire, c'est de se dire, par rapport aux caractéristiques du marché, en termes de digitalisation de l'offre, est-ce que je suis contraint à une forte digitalisation de l'offre ou plutôt à une faible digitalisation de l'offre? Alors, sachant que on réduit ça à la digitalisation, sachant que pour moi, l'offre, elle est de plus en plus multimodale. Mais à l'intérieur du multimodal, quelle est la part de la digitalisation de l'offre? Sur la promotion et la vente, même réflexe, c'est-à-dire est-ce que en fonction des publics ou de à qui je vends l'offre, est-ce que effectivement quelle stratégie digitale, est-ce que je vais vers une stratégie ou l'utilisation d'outils importants ou est-ce qu'au contraire je suis sur un faible niveau de digitalisation de cette fonction promotion et vente. Et puis, même question sur la question de l'administration. Et en fait, sur le petit tableau là, que je vous présente, on a fait l'exercice en se disant quelles sont les contraintes. Et donc, on voit, par exemple, que de notre point de vue, et là aussi, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais de notre point de vue, par exemple, si je suis sur le marché du particulier, il me semble que le marché du particulier, au vu des quelques éléments que j'ai dit sur le marché tout à l'heure, une des grandes caractéristiques pour la réalisation de l'offre, c'est d'avoir une certaine souplesse d'accès à l'offre. Et cette souplesse d'accès à l'offre, elle peut être en particulier réalisée par ce qu'on appelle en termes d'ingénierie pédagogique l'individualisation des situations d'apprentissage. Et donc, cette individualisation des situations d'apprentissage, il semble que la digitalisation, en particulier des ressources pédagogiques, aide à cette souplesse d'accès. D'accord? Donc, de notre point de vue, il nous semble qu'il y a une forte demande de digitalisation de l'offre en lien avec le marché du particulier, d'où la présence sur le croisement marché des particuliers et offre de 4 petits logos ordinateurs qui dit qu'il y a une forte demande de digitalisation de l'offre, contrairement à la commande publique ou contrairement à l'intermédiaire OPCO ou au marché libre, où vous voyez apparaître moins de petits logos d'ordinateurs qui, à notre sens, il y a moins de contraintes de digitalisation de l'offre. D'accord? Alors là aussi, c'est de manière générale. Après, il faut regarder ça offre par offre, parce que c'est pas aussi, du moins, il faut se méfier de la généralisation, mais c'est un premier outil qui permet de mesurer peut-être les contraintes liées à la digitalisation et à la production de l'offre. Voilà. Et puis, on peut faire la même chose sur promotion-vente et sur administration. Voilà. Donc, bon, c'est une première approche, mais qui me semble intéressante à avoir en termes de stratégie digitale, sachant que l'idée, c'est marché, quel positionnement sur le marché, quelle stratégie digitale en termes de plan d'action en appui de ce positionnement sur le marché et quel choix d'outils. Sachant que sur les outils, et je m'arrêterai là, sur les outils, en fait, il peut y avoir globalement deux approches. C'est soit on se conçoit nos propres outils, soit on fait appel aux outils du marché. Sachant que l'un et l'autre, il y a des avantages et des inconvénients. Si on conçoit nos propres outils, ça veut dire qu'il faut qu'on soit doté de compétences qui nous permettent de concevoir nos propres outils. Si on fait appel aux outils du marché, on sait que les outils du marché, ils répondent pas strictement à notre demande. Donc, il y a des adaptations là aussi à faire, il y a des choix à faire.
il y a une solution intermédiaire qui peut être en partie de s'appuyer sur des outils existants qui viennent du secteur de l'open source qui consiste à s'appuyer sur des outils en open source et de faire appel ou de construire ses propres outils à partir de ces outils issus du secteur de l'open source. On va dire qu'il y a ces trois possibilités-là. Il y a des avantages, des inconvénients à chacune des possibilités. Il faut bien mesurer en fonction du cas particulier de l'organisme de formation les choix que j'ai à faire, si ce n'est qu'il faut assumer les choix faits. Alors, on peut revenir sur les choix, mais disons qu'il faut se donner les moyens au service des choix qu'on a effectués. C'est surtout ça, à mon sens, l'important. Voilà je vais m'arrêter là parce que je vois l'heure qui passe et si on veut un petit temps de questionnement, j'ai peut-être été très bavard, trop bavard, je m'excuse, mais voilà un petit peu la manière dont je pourrais présenter la question de la stratégie digitale dans les organismes de formation. Alors merci Jacques. Alors il y a quelques questions là qui arrivent toutes. Alors il y a des remarques déjà sur effectivement sur la commande publique il y a une partie de la commande publique effectivement qui est très demandeuse de digitalisation. Donc ça c'est une remarque qui est faite. Il y a une question sur le lien entre les segments et types de publics. Par exemple, sur les particuliers, il y a différents types de publics, peu, pas qualifiés ou qualifiés, de la même façon sur la commande publique. Donc, il y a une question sur la prise en compte des différents publics. Il y a une question aussi sur des exemples de... Est-ce que tu pourrais donner des exemples d'outils open source? On aura d'ailleurs un webinaire exclusivement consacré aux outils parce que c'est aussi une demande récurrente. Et puis, il y a une question sur sur l'opportunité présentée par le digital sur l'internalisation en fait de l'organisme de formation. Voilà, j'ai essayé Ok. Ouais, voilà. Alors sur la question des publics, alors du moins, du moins. Alors, on va parler que de la question de la digitalisation de l'offre, en lien avec les publics, puisque sur les autres, sur les autres parties, la question elle se pose peut-être de manière un petit peu différente, avec quand même sur la question de la promotion et de la vente, la question de la communication au public qui n'ont pas forcément accès aux outils numériques. Voilà, mais il y a cette problématique particulière. Après, sur la digitalisation de l'offre, du moins. Et il y a des exemples, du moins. La digitalisation de l'offre est possible pour tous les publics. Après, la question, c'est comment je prends en compte les contraintes des publics. Alors ça peut être des contraintes d'accès à l'information, alors avec effectivement la question pour un certain nombre de publics, mais qui ne sont pas forcément liés au public peu pas qualifié ou à des publics un peu plus qualifiés. Il y a quand même la question de l'accès aux outils numériques qui peut se poser ponctuellement dans certains cas. Donc ça, c'est une question qu'il faut prendre en compte et essayer de trouver des solutions qui permettent donc peut-être nouer des partenariats avec d'autres lieux de formation qui permettraient l'accès à ces outils numériques pour les publics qui n'auraient pas accès aux outils numériques. Après, la question de du moins la digitalisation de l'offre, elle peut être tout à fait, elle est tout à fait possible et on a des exemples, il y a quelques exemples concrets qui font que pour certaines personnes, y compris en difficulté avec ce qu'on pourrait appeler des savoirs de base, où la digitalisation de l'offre est possible. Donc, il faut travailler la digitalisation de l'offre en fonction des contraintes des publics, de son appétence à la formation, de ses contraintes en termes d'apprentissage ou de ses difficultés reconnues en termes d'apprentissage. Mais il me semble que la digitalisation de l'offre, elle est possible pour tous les publics. Du moins, c'est pas il me semble, c'est je suis convaincu que la digitalisation de l'offre est possible pour tous les publics, que tous les publics sont en capacité d'apprendre avec une intermédiation par des outils numériques. Après,
en fonction des caractéristiques propres à chaque public. Il faut adapter l'accompagnement ou il faut adapter les outils aux difficultés et aux contraintes rencontrées par les publics. Voilà sur cet aspect-là. Sur la question, alors il me semblait qu'il y avait une deuxième question, j'ai un peu oublié, sur la question de des outils d'open source. Alors les outils d'open source, il y en a un certain nombre. Alors sur la question de la digitalisation de l'offre, hein, par exemple, bon, il y a des outils de type plateforme de formation. Alors je pense à un outil issu de l'open source qui est largement utilisé dans les organismes de formation, qui est Moodle, par exemple. Donc voilà, c'est pour en citer. Après, il y a des outils aussi, il y a des outils open source dans le domaine des classes virtuelles. Hein, sur la question de la promotion et de la vente, bon, vous avez des outils de type CRM, hein, tout ce qui est système de management de la relation client, hein, qui sont aussi issus de l'open source. Il y en a un qui, le nom m'échappe, je suis désolé. Il y a ouais, un outil de type, je vais en citer un qui me vient à l'esprit, mais Sugar, Sugar CRM, qui est un outil, qui provient du monde libre, hein, donc qui est adaptable. Après, sur les outils d'administration, je ne connais pas d'outils issus du livre. Voilà, j'en ai pas spontanément qui me viennent à l'esprit, mais en tout cas, sur la digitalisation de l'offre et sur la promotion, il existe un certain nombre d'outils, avec les avantages et les inconvénients que ça a. Et il y avait une troisième question que j'ai oubliée. Écoute, je crois qu'on a fait le tour. Et puis, il est 10 heures. Ouais. On a pensé que c'était important d'être voilà, dans le respect du timing, parce qu'il y a tous ceux qui doivent partir. Moi, je trouve que voilà, tu nous as donné des éléments de repère et d'aide à la décision extrêmement structurants. Voilà, sur la question des outils, il y aura d'autres webinaires qui y seront consacrés. Je vois que Yves, qui sera un intervenant d'ailleurs, hein, d'un prochain webinaire, vous a posté là quelques liens sur des outils open source notamment. Écoute, un grand merci, Jacques. On a enregistré cette séquence, donc elle pourra être accessible en replay. Pour les prochains webinaires, hein, vous avez l'information sur notre site C9DS. Merci à tous pour votre présence. Et voilà, et j'espère à très bientôt. J'espère que ces cycles, ces séquences, ces webinaires répondent à vos questions. À très bientôt. Au revoir.